Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons enfin de la Commune de Paris pour faire suite à la vidéo sur la guerre de 1870. Lien en description. Considérée comme la dernière révolution française du 19e siècle, nous allons retracer le déroulé des événements et analyser l'impact qu'eut la Commune sur l'histoire. C'est parti. En 1870, la France et la Prusse s'affrontent. C'est la guerre de 1870. Le 26 février 1871, la France signe un traité de paix et se voit amputée de l'Alsace et de la Moselle, et doit payer une lourde indemnité de guerre. Cependant, la population parisienne n'accepte pas la défaite et souhaite continuer le combat. Elle croit encore en la victoire. Le 18 mars 1871, le gouvernement de la Troisième République envoie un régiment pour saisir les canons de la garde nationale parisienne stockés à Montmartre. Pour la population, c'en est trop. Après avoir vécu un siège de 4 mois, elle ne supporte pas que le gouvernement veuille capituler. Elle s'oppose à la saisie des canons. Le général Lecomte, qui commande le régiment, est fusillé. Le soir, Adolphe Thiers, président de l'Assemblée nationale, évacue la ville dans l'idée de la reconquérir plus tard et s'installe à Versailles. Le deuxième siège de Paris commence. Pour reconquérir Paris, les troupes de Thiers s'allient aux troupes prussiennes pour encercler la ville. Ces dernières encerclent le nord et l'est de Paris, tandis que les troupes de Thiers encerclent le reste de la ville. Le 26 mars, le comité central de la garde nationale organise des élections. Les socialistes et les blanquistes sont majoritaires à l'Assemblée composée de 80 élus. 2 jours plus tard, ils proclament la Commune de Paris. La ville de Paris est déclarée indépendante. Elle assure de lutter contre les Prussiens, de défendre la République et de lutter contre la conspiration royaliste. D'autres communes se déclenchent à Lyon le 22 mars, à Marseille le 23, à Narbonne le 24, mais elles n'aboutissent pas. En attendant, la Commune de Paris développe son programme politique. La République autonome de Paris fonctionne ainsi. Le gouvernement est composé de 10 commissions ou ministères, couronnées par une commission exécutive composée de 80 membres. Le gouvernement se veut révolutionnaire. Pour ça, le pouvoir exécutif et le législatif ne sont pas séparés. Pour ce qui est de la politique, celle-ci est morale. Les jeux de hasard sont interdits. Les prostituées sont arrêtées, tout comme les ivrognes. La laïcité est un pilier important de la politique de la commune. Le 2 avril, l'Église et l'État sont séparés et ses biens sont saisis pour servir la nation. Des églises sont fermées et des prêtres sont arrêtés. L'enseignement est laïque et égalitaire. Les filles et les garçons apprennent les mêmes choses. La commune cherche à détruire toute référence au passé royaliste et impérialiste et à renouer avec la révolution de 1789. Le drapeau rouge est adopté et le calendrier révolutionnaire est rétabli le 29 mars. Ensuite, le 12 avril, elle ordonne la destruction de la colonne des despotes, jugée comme étant bourgeoise. Au niveau du travail, les amendes et les retenues de salaire sont abolies. Le travail de nuit pour les boulangers l'est également, pour libérer les travailleurs du patronat. Malgré tout, la propriété privée n'est pas abolie. Malgré toute leur volonté, la commune fait face à de nombreuses difficultés. Le financement des institutions et services publics est difficile. Par exemple, l'éducation n'a bénéficié que de 1000 francs de budget durant toute la commune. Le blocus de Paris fait aussi son effet. La nourriture devient de plus en plus rare et le pain est taxé suite au blocus ferroviaire imposé par Adolphe Thiers le 21 avril. De plus, ce dernier organise progressivement la reconquête de Paris. La reconquête de Paris commence doucement le 2 avril avec des escarmouches aux abords de la capitale. Paris riposte et envoie 40 000 hommes s'emparer de Courbevoie et Bougival à 6 km de Versailles. En revanche, les attaques en direction de Meudon et de Villacoublay sont des échecs. Le 4 avril,
la commune perd ses deux chefs les plus populaires, Gustave Flourens et Émile Duval. Le 11 avril, l'offensive des armées de Versailles, dirigée par le maréchal MacMahon, commence. Les villages autour de Paris sont reconquis durant le mois d'avril. À la fin du mois, l'armée versaillaise compte 120 000 hommes. La commune compte environ 150 000 hommes en théorie, répartis dans les casernes de la ville. Mais dans les faits, seuls 50 000 soldats sont prêts à se battre sur le moment. Les troupes parisiennes résistent pendant un mois contre les offensives au nord et à l'est. Mais le 21 mai, le point faible des fortifications parisiennes est trouvé. La porte de Saint-Cloud, à la pointe sud-ouest de la ville. Celle-ci n'étant pas défendue, les troupes versaillaises pénètrent sans grande difficulté dans la ville. Le ministre de la guerre de la commune, Charles Delescluze, apprenant la nouvelle le lendemain, désorganise complètement l'armée de Paris et déclare « Assez de militarisme, plus d'état-major galonné et doré, place au peuple, aux combattants aux bras nus ». Ainsi, chaque soldat part défendre son quartier, et la bataille devient une bataille de barricades. C'est à partir de ce moment que commence la semaine sanglante. Du 21 au 28 mai, les troupes de MacMahon investissent Paris et le conquièrent peu à peu. En 3 jours, la moitié de Paris est conquis. Les barricades sont détruites à coups de canon et les dernières positions défensives tombent une à une au cours de la semaine. La commune se sait perdue, mais refuse de se rendre. Non! Non! On veut pas! Louise Michel, une des leaders de la commune, déclare « Paris sera à nous ou Paris n'existera plus ». En conséquence, des rues comme la rue Royale sont incendiées. Le palais des Tuileries, résidence royale, est détruite. Et enfin, une centaine d'otages sont abattus, dont des opposants politiques, l'archevêque de Paris, 5 pères dominicains et leurs employés sont fusillés. Le 28 mai, vers 15h, la toute dernière barricade tombe et MacMahon proclame sa victoire. Les communards déplorent entre 3000 et 7000 morts et 43 000 prisonniers. Les Versaillais, quant à eux, comptent 877 tués et plus de 6000 blessés. Dans les années qui suivent la Commune, les communards vont être jugés par la jeune Troisième République. Mais condamner 43 000 prisonniers est très long, et chacun n'a pas le même sort en fonction de son rôle dans la Commune. 87 communards sont condamnés à mort. 231 sont condamnés aux travaux forcés à plus ou moins long terme. 4500 sont déportés au bagne en Nouvelle-Calédonie. 5 à 6 000 se sont expatriés en Angleterre ou en Belgique pour échapper à la justice. Le reste fut condamné à des peines de prison relativement légères. Cependant, les républicains de l'Assemblée nationale demandent une amnistie, car selon eux, les communards ont empêché le retour de la monarchie et permis la proclamation de la République. Léon Gambetta, président du Conseil, accorde une amnistie partielle le 11 juillet 1880. 550 personnes sont libérées, dont Louise Michel. Après la Commune, diverses personnalités de gauche et d'extrême gauche s'approprient l'histoire de la Commune. Jean Jaurès salue les communards tombés pour la République. Karl Marx glorifie les Parisiens pour cette révolution. Socialistes et révolutionnaires célèbrent la mémoire de la Commune dès 1880 au mur des Fédérés. Cette dernière trace de la Commune servit de lieu de recueillement pour les socialistes et même les communistes au XXe siècle. Le mur fut reconnu comme monument historique en 1983. Finalement, les révolutions communistes autour du monde, comme la révolution russe de 1917 ou la révolution communiste chinoise, se revendiquent de la Commune et souhaitent retenir les erreurs du passé pour réussir leur révolution. Des commémorations ont aussi été organisées par les catholiques. En mai 2021, une procession de 300 personnes à Paris a rendu hommage aux prêtres assassinés lors de la semaine sanglante. Procession qui fut agressée par des militants d'extrême gauche.
Pour conclure, la Commune de Paris, qui s'apparente à une simple révolte populaire, fut finalement un facteur précurseur de la proclamation de la Troisième République. Elle servit aussi de modèle à de nombreuses révoltes socialistes et communistes. Même 150 ans après sa disparition, elle continue d'être vue comme un modèle à suivre pour les différents partis de gauche et d'extrême gauche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à consulter les sources utilisées à l'écriture de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Vagabonds, attaquant en 93 les Bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille.